Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Politique et Économie, aujourd'hui en compagnie de Jean-Paul Houry. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Jean-Paul Houry, vous êtes docteur en histoire des sciences et technologies. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, La querelle des OGM, OGM moi non plus. Et après ce livre, Greta a tué Einstein, vous publiez son tome 2, Greta a ressuscité Einstein, la science entre les mains d'apprentis dictateurs chez VA Éditions. Le voici, il sera disponible sur la boutique officielle de TV Liberté. Et avant de commencer notre entretien, je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils peuvent cliquer sur le pouce en l'air en bas de cet écran et nous laisser leurs commentaires pour un meilleur référencement si vous aimez notre entretien et si vous aimez politique et économie. Alors Jean-Paul Houry, commençons tout de suite à parler de cette petite Greta qui fait la une de votre ouvrage, ou en tout cas c'est Einstein avec les tresses de Greta sur la tête. Donc pourquoi cette petite égérie de l'écologisme politique a-t-elle tué Einstein dans un premier temps? C'est le tome 1. Pourquoi cette tuerie sur Einstein? Alors je vais déjà faire un petit préambule, si vous me permettez, pour situer le cadre de ma réflexion, parce que c'est une matière pas trop connue, c'est la politique scientifique. Les Français ont délaissé la politique scientifique, malheureusement. Ils le regrettent aujourd'hui quand on leur parle de pénurie d'énergie, de déficit de centrales nucléaires ou des éoliennes qui envahissent leurs campagnes. Hélas, ils auraient dû s'occuper davantage de politique scientifique, ne pas laisser ce champ de la pensée à l'écologisme, je précise, à l'écologisme et non pas à l'écologie politique, on reviendra sur cette définition, et s'investir davantage. Peut-être qu'ils vont le faire, c'est dans ce cadre que j'écris ces ouvrages, c'est vraiment mon axe de réflexion, la politique scientifique, même si à l'origine je suis historien des sciences et technologies, c'est une écriture un peu engagée. Voilà, pour prendre le contrepartie de l'écologisme. Alors pourquoi cette petite Greta ? Eh bien parce que pour moi, elle représente l'artefact le plus abouti de la communication de l'écologisme. Et j'ai écrit un premier ouvrage qui s'appelle « Greta a tué Einstein ». Il faut que je vous raconte le titre, tout simplement. 2019, Time Magazine met en couverture personnage de l'année, Greta Thunberg, donc cette petite de 18 ans, ou 16 ans à l'époque, je crois. Qu'avait-elle fait ? Elle s'était fait connaître en appelant à une grève des cours. Donc remise en cause du système, remise en cause de notre civilisation, en quelque sorte, de l'apprentissage. Et puis, ça m'a fait... J'ai eu un déclic. Je me suis dit, il y a 20 ans de cela, le même magazine, Time Magazine, célèbre pour ses couvertures, puisqu'il a mis aussi bien Staline, Hitler, Donald Trump ou encore d'autres, enfin tous les personnages qui sont influents en quelque sorte. Donc en 1999, 20 ans avant Greta Thunberg, c'était Albert Einstein qui était en une de Time Magazine comme personnage du XXe siècle. Du XXe siècle, voilà, le plus influent du XXe siècle. Et donc, m'est surgie cette idée, en quelque sorte, je me suis dit, Greta a tué Einstein dans le sens où elle a détrôné un système de pensée qui précédait, qui avait fait tout le XXe siècle, et même avant, depuis la Révolution française, où on faisait confiance à la science, à la technologie, pour sauver l'humanité, pour venir en aide, pour repousser les limites et les déterminismes, pour libérer l'humanité, etc. Donc, il y avait cette idée, on ne fait plus confiance à la civilisation, donc on fait tomber la science de son piédestal. Greta a tué Einstein. Et puis, mais elle le ressuscite. Alors, tome 2. Elle le ressuscite. Pourquoi ? Parce que on m'a dit, mais non, vous avez mal compris, Greta appelle à écouter la science. Et effectivement, elle est allée au sommet économique de Davos, devant l'ONU, dire il faut écouter la science. Et donc je me suis demandé qu'est-ce qu'elle voulait dire par là. Et j'en ai réalisé qu'il y avait un deuxième usage de la science. La science, ce n'est plus la science prométhéenne, la science qui repousse les limites. Non, c'est la science, en quelque sorte, des législateurs. La science, une science qu'on va utiliser pour créer de nouvelles limites. Pour créer de la norme. Pour créer de la norme, pour nous supprimer des libertés, pour nous enfermer. C'est la science des législateurs contre la science des ingénieurs.
Et c'est ce livre raconte cette histoire. Alors avant de poursuivre, j'aimerais qu'on reste un instant sur cette petite Greta. Vous dites qu'elle est manipulée, qu'elle n'est pas du tout ce qu'elle semble être, une petite toute seule, indépendante qui a émergé. Il y a qui derrière elle ? Déjà ses parents, je pense. Ils n'ont pas fait mine d'être des personnes orientées d'extrême gauche. Hein, je vous parlais de politique scientifique. Pourquoi c'est important de faire la politique scientifique ? On vous dit c'est de l'écologisme, on défend la nature, etc. Si on avait voulu mettre vraiment les jeunes qui s'engagent au service de la nature et de l'environnement, pourquoi les médias n'auraient-ils pas choisi le jeune Boyan Slet qui, avec son bateau Ocean Adventure, nettoie les océans ? Il a 27 ans, il a 10 ans de plus qu'elle, il est jeune et il a trouvé un vrai ingénieur, un truc fantastique pour aller nettoyer la nature. Si on avait voulu mettre les jeunes au service de l'environnement à la une de Time Magazine, pourquoi ne l'a-t-on pas fait ? Pourquoi autant de focus sur cette petite qui n'a rien fait à part appeler à la grève des cours et puis aller sermonner les grands de ce monde en leur disant il faut écouter la science. La science du GIEC, bien évidemment. How dare you ? Comment osez-vous ? Et puis, vous avez vu récemment, elle s'en est pris, elle fait de l'humour, alors avec, Boyan, pas Boyan, je mélange les noms, avec Graham Tate, je ne sais plus, le kickboxer américain, je ne sais pas si vous avez vu ce buzz sur Twitter, où Graham... Tate lui a proposé de lui faxer sa liste de voitures et elle lui a donné son mail qui était en anglais petite 11 énergétique, achète-toi une vie. Voilà, donc, Bon, il n'avait pas tort. Alors en tout cas, on sait qu'après, l'écologie, elle s'est imposée sur la scène politique. Ça fait une quarantaine d'années. On l'a vu avec notamment en Allemagne, Die Grünen, les Verts. Voilà, tout à fait, ouais. Et vous dites que cette écologie politique a opéré un changement de paradigme dans notre système de valeurs. Alors, on se dirige vers quoi aujourd'hui ? Oui, alors, moi, j'ai vu ça très tôt. Alors, j'ai commencé par une thèse, comme je vous disais, sur la querelle des OGM, où j'ai montré que, c'était la thèse que je soutenais à l'époque, le refus des OGM était idéologique. Je pense avoir eu raison, puisque 25 ans plus tard, il n'y a toujours pas eu un rhume, ou 20 ans plus tard, 20 ans. Je me vieillis un petit peu. Il n'y a toujours pas eu un rhume provoqué par un OGM. Il y a 90 millions, il y a 28 millions d'agriculteurs dans le monde qui utilisent des OGM et avec succès. Voilà. Donc, ma thèse était de dire que c'est une idéologie qui refuse la science déjà à l'époque. Et puis dans Greta a tué Einstein, j'ai montré comment cela s'était généralisé en quelque sorte. Ça ne s'appuyait pas simplement sur les biotechnologies végétales, mais aussi sur le nucléaire. Donc la science prométhéenne sacrifiée sur l'autel de l'écologisme, c'est un premier changement de paradigme. Il est devenu tabou de modifier le vivant. Oui, on disait à ceux qui promouvaient les OGM qui se prenaient un peu pour Dieu. Voilà, c'était de la modification génétique. Voilà. On n'avait jamais fait ça encore. Voilà. Il est devenu tabou également de fissionner l'atome. Il est devenu tabou de manipuler des ondes ou de manipuler des molécules, la chimie de synthèse. Hein. Donc, toutes ces choses qui ont fait la science du XXe siècle, en quelque sorte, à la suite de l'écologisme. Or, ce qu'il faut dire, c'est que la science reste la meilleure, c'est ma thèse en tout cas, reste la meilleure solution pour faire face aux défis qui s'imposent à l'humanité et être capable de s'adapter à notre environnement. Voilà. Donc, le premier changement de paradigme, c'est ça, c'est le renversement de la science prométhéenne. Et le deuxième changement de paradigme, c'est la récupération de la science. Donc, ce dont je parle dans Greta a ressuscité Einstein. L'instrumentalisation de la science et puis l'utilisation de la science pour
une forme de néo-scientisme en quelque sorte pour créer des lois et vous dites dans tous les instants. Une science non pas au service de nos libertés, mais pour créer de nouvelles normes afin d'aider les politiques à nous enchaîner à leur volonté pour contrôler nos vies. C'est quoi les volontés justement des politiques ? Alors je vais vous donner deux exemples que je donne dans l'ouvrage. Par exemple, une scientifique néerlandaise qui explique que ça ne sert à rien d'isoler les maisons ou d'améliorer l'efficience thermique de nos chauffages centrales. Ce qu'il faut faire, c'est limiter le nombre de mètres carrés par individu. À 19 mètres carrés, quoi. On devra tous vivre comme des lapins, en quelque sorte. Donc, ils font ça déjà au Japon. Voilà. Exactement. Et un autre exemple, c'est au nom de la biodiversité, on va bloquer une route nationale en Bretagne. C'est-à-dire que parce qu'on aura identifié qu'il y aura une famille de crapauds une espèce un peu rare, on va... alors, c'est pas du fantasme, hein, c'est fait. Hein. Il y avait 500 véhicules qui passaient par jour sur cette route, elle a été bloquée, on l'utilise plus. On voit déjà les militants de cette association Dernière Rénovation qui bloquent les routes en ce moment pour sensibiliser, on ne veut pas dire pour emmerder les gens, mais c'est pour, disent-ils, les sensibiliser justement à ce que vous dites sur les habitations, l'isolation, etc. C'est ça. Alors, vous allez me dire, vous êtes contre la nature, etc. Mais non, pas du tout. En amont, il faut réfléchir. Il faut se demander, par exemple, si on fait le bon type d'agriculture. Et est-ce que si on ne fait pas une agriculture un peu plus intelligente, on en parlera tout à l'heure, il y a des solutions, et pas forcément le bio. Je vous expliquerai si on a un peu le temps. On va gagner de l'espace. Et donc, on peut réserver des zones protégées pour cette famille de crapauds, en quelque sorte. À l'heure où la démographie mondiale explose et où on se demande comment est-ce qu'on va nourrir l'humanité. Il y en a qui disent il faut réduire la population mondiale, il y en a d'autres qui disent, peut-être c'est votre cas, organisons-nous et essayons de trouver des solutions, quoi. Voilà, tout à fait. Je ne suis pas malthusien, vous l'aurez compris. Voilà. Alors justement, je vous disais, c'est quoi la volonté des politiques ? Vous dites ils veulent nous enchaîner à leur volonté pour contrôler nos vies. In fine, c'est quoi leur volonté aux politiques ? Les législateurs, comme vous les appelez ? Alors, il y a une quantité de politiques qui s'emparent des sujets liés à l'écologisme pour créer des nouveaux interdits, créer de nouvelles... et prendre le pouvoir, en quelque sorte, sur... Vous avez entendu, par exemple, M. Jancovici dire récemment qu'il fallait limiter à 4 vols d'avion par personne, par individu, pas par an. Oui, pour votre vie entière. Pour votre vie entière. Ouais. Voilà. On en a parlé avec il a ajouté qu'il était vive le communisme. Ouais, voilà. ouais. Vous dites l'écologie, c'est le nouveau marxisme. Oui, en quelque sorte, oui. La société, il y a une attaque du profit. Ça se voit, par exemple, sur tout ce qui est biodiversité. Les biodiversitocrates, comme je les appelle, mais vous allez annoncer bientôt les régimes que vous... Les régimes dont je parle. Donc les biodiversitocrates ne se cachent pas de faire de la science engagée. Et chaque biodiversitocrate qui se respecte invoque à un moment que l'homme est la principale cause de la 6e extinction et il fait ça pour le profit. Vous avez un type comme Hubert Reeves, par exemple, qui vous raconte que l'homme est un cancer pour l'humanité et qu'il ne cherche que son profit, alors que la tortue est gentille, etc. etc. Voilà. Et donc, à la suite de votre propos, Jean-Paul Aury, vous dites que les politiques veulent récupérer une prétendue science pour prendre le pas sur les ingénieurs, en fait, sur les vrais professionnels, les médecins, les industriels, les consommateurs. Mais en quoi est-ce nouveau, ce phénomène ? Il y a toujours eu du planisme, mais dans les années 70, ou même 60, même avant, juste après-guerre, on avait... vous allez tout de suite comprendre. On avait Norman Borlaug et Mesmer. Vous voyez qui est Norman Borlaug ? Pas du tout.
c'est un agronome, un ingénieur agronome américain à qui on doit d'avoir sauvé des milliards d'individus, tout simplement en inventant l'agriculture raisonnée, avec des intrants, avec des nitrogènes pour fertiliser les terres, et puis avec des pesticides. Donc tout ça est honni bien évidemment aujourd'hui par l'écologisme, mais grâce à Norman Borlaug, on a pu nourrir des milliards d'individus dans les années 60. Voilà. Donc il est à l'origine de la révolution verte, ce qu'on appelait la Green Revolution. Et puis Messmer, vous voyez qui est Pierre Messmer. Oui, ministre français de la Défense du général de Gaulle. Oui, à l'époque, on pensait nourrir, donc ça travaillait de concert avec les politiques. Ces gens-là, ces ingénieurs-là, travaillaient de concert pour, par exemple, Messmer, l'objectif, c'était de donner une autonomie énergétique à la France par le biais d'un parc nucléaire. Eh bien, aujourd'hui, non, on ne va plus faire confiance à ce genre d'individus. On va faire un plan F2F, Farm to Fork, au niveau européen, au niveau de Bruxelles, où on va dire qu'il va falloir limiter la production agricole, il va falloir limiter le nombre de terrains qu'on cultive, il va falloir geler 30% des terres au nom de la biodiversité. Et puis un Green Deal où on va mettre des trillions peut-être pour la mitigation, donc séquestrer le climat, le CO2 pardon. Donc tout ce genre d'actions qui sont souvent punitives ou alors orientées vers des solutions technologiques qui sont inefficientes, comme les énergies renouvelables, puisque notre problème aujourd'hui au niveau des pénuries électriques, il est dû au fait que l'Allemagne a poussé l'Energie 22. L'énergie verte. Voilà, le développement énergétique allemand s'appelle Energie 22. Et puis, ils ont même fait en sorte qu'on ferme Fessenheim parce que c'était trop près de leurs frontières. Tout à fait. Et puis ça va encore plus loin que ça. Il y a quelqu'un comme Jean-Pierre Rioux, par exemple, qui explique que il y a des gens de Siemens, donc de l'éolien, qui sont au ministère de l'énergie français et qui rapportent régulièrement et contrôlent ce qui s'y dit et ce qui s'y passe, quoi. Voilà. Donc, alors, dans votre ouvrage, vous avez imaginé 5 régimes politiques. On va les prendre un petit peu un par un. Ouais. Voilà, il y a la climatocratie, la covidocratie, la biodiversitocratie, la collapsocratie et enfin l'algorithmocratie. Et vous dites, pour chacun d'entre eux, ce sont toujours les mêmes sophismes qui sont utilisés pour instrumentaliser la science. C'est quoi alors ces sophismes ? Oui, alors, déjà pour rappeler ce que je disais tout à l'heure, la science, c'est le domaine de la contradiction, ou pour reprendre le terme d'un épistémologue célèbre qui est Karl Popper, de la falsifiabilité. C'est-à-dire que les scientifiques, en quelque sorte, se font toujours concurrence. On a eu Newton, et puis il y a eu Einstein, pour faire simple. Donc la physique classique, et ensuite la relativité. Non pas que la relativité annule la physique classique, mais la relativité est plus précise que la physique classique. Donc, en quelque sorte, c'est toujours on sait qu'on est dans le domaine de l'inachevé. Il y a toujours un scientifique qui va arriver et qui va contredire un autre scientifique. C'est des hypothèses, quoi. C'est des hypothèses, voilà. Tout à fait, ce sont des hypothèses. La récupération politique de la science, c'est différent. On prend une idée et puis on l'utilise, on la transforme en argument d'autorité. Oui. C'est de faire une hypothèse, une réalité, en réalité. Exactement. Et c'est là qu'il y a une récupération politique de la science. C'est là que, par exemple, pour le climat, donc le climatocrate va vous dire il y a un consensus sur le climato-catastrophisme et tout contradicteur est un climato-sceptique. Or, pas du tout. C'est une évidence que le climat change et qu'il est adverse à l'humanité depuis toujours. Depuis l'aventure de Sapiens. Lisez d'ailleurs le dernier ouvrage d'Olivier Postel-Vinet, ancien rédacteur en chef de La Recherche, qui vient d'écrire un excellent bouquin qui s'appelle Sapiens et le climat,
où vous voyez que les premières civilisations ont toujours été dans l'adversité face au climat. Donc c'est pas le problème. Et le GIEC lui-même reconnaît qu'il n'y a pas qu'une solution catastrophiste pour expliquer le climat. Il y a plusieurs scénarios possibles. D'ailleurs, tous ces scénarios reposent sur des modèles. Et un modèle, qu'est-ce que c'est ? C'est des hypothèses, comme on vient de le dire, mais derrière, il y a toujours un modélisateur qui fait varier les paramètres. Et donc, on sait qu'en fonction de la manière dont on fait varier ces paramètres, on arrive à différents résultats. Donc, pourquoi... Ce que vous reprochez au fond, c'est qu'il n'y ait pas de débat contradictoire, en fait. Voilà. On ne retient, les médias et les politiques, donc les climatocrates, ne retiennent que la version la plus catastrophiste. Le GIEC, on va dire. Voilà. Alors non, parce que le GIEC, si on creuse dans les rapports du GIEC, on trouve différentes hypothèses, différents scénarios. Mais c'est les rapports destinés aux politiques et aux médias et qui vont tous dans le même sens. Qui vont tous dans le même sens et qui retiennent toujours le scénario le plus absurde. Donc ça, c'est un premier type de sophisme, je dirais, qu'on peut remarquer. C'est, encore une fois, imposition d'un consensus. On voudrait imposer un consensus. Et élimination interdiction ou censure des contradicteurs. Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a en Belgique un prof qui s'appelle Samuel Furfari qui s'est fait rattraper par la police, entre guillemets, parce que il avait osé dire sur un plateau télévisé en Belgique que ce que je viens de vous dire pour Olivier Postel-Vinet, le Sapiens a toujours été confronté à des changements climatiques. Donc le fait qu'il dise ça, il s'est retrouvé face à une campagne de dénigrement de la part de ses étudiants, dont certains n'avaient même jamais lu ses cours, ni assisté à ses cours. Vous avez un autre exemple, c'est Björn Lomborg, qui ne remet pas en cause le GIEC, qui est auteur de l'écologisme sceptique. Vous voyez qui c'est, Björn Lomborg ? Non. Je vous conseille sa lecture, c'est un personnage fantastique. Et donc, il a interprété une étude du journal Nature en faisant un titre, en disant le réchauffement climatique tue moins. Et donc, il s'est fait censurer par les fact-checkers, les vérificateurs de la vérité de Facebook. Pourquoi ? Parce que l'étude était véridique, mais la manière dont il l'a présentée hérissait le poil de ceux qui sont pour ce fameux consensus catastrophiste. Parce qu'en fait, l'étude expliquait que, effectivement, il y a des morts liées au changement climatique, au réchauffement, mais il y a moins de morts du froid. Donc le solde est positif. Et voilà. D'accord. Donc ça lui a valu d'être censuré de Facebook. Alors que l'étude est vraie, mais la manière de la présenter... oui, ça avait déplu. Et sur la collapsocratie, donc l'un de ces régimes politiques que vous décrivez dans votre ouvrage, la collapsologie, je rappelle que c'est l'étude de l'effondrement possible d'une civilisation. Vous dites, voilà, comment maintenir la croissance économique, en consommant toujours moins d'énergie ? Alors... La collapsocratie, c'est un peu différent parce que c'est une nouvelle science. Elle doit encore faire ses preuves. Mais là, je dirais pas que c'est de la récupération de la science, c'est une science autoproclamée en quelque sorte. Et donc, je lui fais quelques critiques dans mon ouvrage. Je dis qu'elle part d'une hypothèse qui est que notre civilisation est à l'origine de l'effondrement. Et elle choisit tous les exemples, elle fait du cherry picking pour dire, regardez, on a la preuve de ça, il y a tant de famines, etc. dans le monde. Et ensuite, elle part de ça pour essayer de démontrer que le monde va s'écrouler, quoi. Voilà. Donc, je pense que c'était pas tout à fait une science. Et c'est plus une idéologie comme le marxisme dans les années 70. Voilà.
Alors, l'algorithmocratie, on va en parler dans un instant après la pause. C'est l'un des derniers régimes politiques que vous avez étudié, que vous présentez, et vous dites que c'est l'un des plus efficaces pour contrôler l'humanité. On va en parler juste après la pause. On continue notre numéro de politique et économie avec notre invité Jean-Paul Houry. Alors on l'évoquait à l'instant, cette algorithmocratie, ce pouvoir de l'algorithme que l'on voit arriver depuis quelques années avec Internet qui se développe de plus en plus. Pourquoi dites-vous de cette algorithmocratie qu'elle est l'un des pouvoirs les plus forts, les plus adaptés pour contrôler notre humanité? Parce que derrière se manifeste la volonté planificatrice des algorithmocrates, c'est-à-dire des politiques qui veulent nous imposer un mode de vie et qui vont mettre en place des solutions informatiques, digitales en quelque sorte. Mais vous allez voir que ça peut être très simple, hein. On n'est pas obligé d'aller tout de suite dans l'usine à gaz. Je vais vous donner des exemples pour changer nos comportements au quotidien. Alors quel exemple justement? Ça peut commencer par le Nutri-Score. Par exemple, quand vous allez faire vos courses, on vous donne un feu rouge pour choisir votre alimentation. Ça peut être le Planet Score. Le Planet Score, c'est le Nutri-Score, mais pour le bio. C'est-à-dire qu'on met un étiquetage pour vous dire que tel aliment est bio, et donc on vous met un gros feu vert en disant achetez-le, quoi. Pour orienter le consommateur. Pour orienter le consommateur. Et donc le profit, quoi, quelque part. Bon, en quelque sorte, l'idée derrière, c'est de mécaniser, d'instituer des nouveaux réflexes chez vous, conditionnés en quelque sorte. Derrière ces algorithmes, il y a toujours un biais. Comme je montre pour le Nutri-Score, mais j'invite les gens à lire l'ouvrage, il y a un biais méthodologique, puisque, par exemple, on va vous dire que l'huile d'olive, c'est mauvais pour la santé, on va mettre E, et puis vous pouvez très bien aller chez KFC et trouver une lettre A à un menu. Ah oui. Ouais. Ah ouais. D'accord. Voilà. Donc c'est possible. Il y a également l'identity wallet, l'espèce d'identité numérique que l'Union européenne et les États sont en train de préparer pour l'avenir. Oui, alors ça c'est encore autre chose. Là l'identity wallet, c'est le mot de passe universel que nous attribuerait l'Union européenne et qui nous permettrait de surfer sur le web toujours avec la même identité. Mais si on a un peu de temps, je voudrais vous parler de Doconomy, une société suédoise qui a mis en place le Lifestyle Simulator. Donc vous pouvez aller sur leur site de Doconomy et puis simuler votre empreinte carbone. Et donc ça préfigure un algorithme qui fait beaucoup plus peur à mon avis, qui est, on en a parlé récemment, le permis carbone. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelque temps, il y avait une émission de BFM à ce sujet. Donc pourquoi ? Donc moi je l'ai fait, hein, je suis allé sur le site, j'ai regardé. Donc déjà le fait d'être né en France, ça vous donne 0,34 tonnes de CO2 d'empreinte carbone. Si j'étais né en Afghanistan, ça serait 0,11. Aux États-Unis, 0,45. Voilà. Et après, ça augmente si vous avez une voiture, un enfant, voilà. Donc des on vous pose des questions. Donc vous avez une voiture. Donc le fait d'avoir une voiture n'augmente rien, mais si vous avez un véhicule électrique, c'est 0. Et si vous avez un véhicule thermique, là c'est un diesel, donc c'est 3,9 tonnes, je crois, quelque chose comme ça, de CO2. Je crois que la carte bleue Visa commence déjà à calculer l'empreinte carbone de vos courses quand vous allez tout à fait. Donc ils sont capables, l'objectif derrière, c'est de mettre ça en place, c'est-à-dire de mettre une carte bleue qui soit informative dans un premier temps et pourquoi pas bloquante dans un second temps, quand vous aurez dépassé votre empreinte carbone. Oui, on nous dit toujours qu'au début, c'est sur la base du volontariat et que ça sera libre. Exactement. Voilà. Donc vous voyez cette volonté d'implémenter une idéologie. Alors vous allez me dire, mais c'est bien, ça m'invertit. Oui, c'est pour mon bien, c'est pour ma santé. C'est pour je n'ai pas et pour l'environnement également. C'est bien. J'ai intérêt à avoir le moins d'empreinte carbone. Mais
Premier biais, quand on vous dit par exemple qu'un véhicule électrique n'impacte pas votre empreinte carbone, vous savez que derrière, ça dépend surtout de la source d'énergie qui alimente votre véhicule électrique. Si on est en France et que c'est l'énergie nucléaire, très bien. L'énergie nucléaire ne rejette quasiment pas de CO2 dans l'atmosphère. Mais si par vous exemple, si vous êtes en Allemagne, où c'est la centrale à charbon ou à gaz qui sert à faire de l'énergie qui alimente votre véhicule, là, vous voyez que il y a un biais, puisqu'on vous dit que utiliser votre véhicule électrique, c'est zéro. Et puis la dernière question, je ne peux pas ne pas vous la faire, c'est si vous consommez de la viande. Donc si vous consommez de la viande, vous en prenez un max en termes de... Oui, parce que les vaches, ça pollue. Voilà. Par contre, si vous êtes végan, votre impact est zéro. Donc là, il y a un fort biais idéologique, anti-viande, pro-végan. Il faut devenir un sauveteur de la planète, en fait. C'est ça la nouvelle idéologie. Il faut sauver la nature et puis réduire au maximum les effets de l'homme, quoi. Ben voilà, exactement. Et derrière, on oublie plein de choses parce que est-ce que ce modèle va marcher ? Björn Lomborg, dont je vous parlais tout à l'heure, cite un exemple qui est celui de Ethical Men. C'est une émission où des gens sont appelés à faire des choses bien. Donc une famille britannique a fait 20%, a amélioré son score de 20%, diminué son empreinte carbone de 20%, pardon. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il y a un fameux effet qui s'appelle l'effet rebond. Pour se récompenser, et parce que comme ils ont moins émis de carbone, ils ont moins dépensé d'argent, mais avec l'argent qu'ils ont mis de côté, ils se sont payés un voyage à l'autre bout du monde. Et puis le modèle général, enfin, est-ce que forcément c'est du sacrificiel qu'il faut pour sauver pour épargner la nature. Pour épargner la nature. Est-ce que c'est ça la seule solution ? Pas forcément. Oui, le retour du sacrifice. Alors, ces 5 régimes qu'on a un petit peu évoqués, je rappelle que vous les développez très bien dans votre ouvrage. Vous faites un lien entre ces 5 régimes et ce concept, le Great Reset de Klaus Schwab, le président du Forum de Davos. Expliquez-nous le lien entre ce que vous expliquez et ce qu'on peut lire sur le site du Forum de Davos. Oui, alors là, c'est à la fin, c'est juste une phrase, parce que je n'ai pas travaillé trop ce Great Reset. Il y a plein d'experts en France sur ce sujet, Philippe Erlin, je crois, Éric Verhaeghe, etc., qui sont bien plus calés que moi sur le Great Reset. Simplement, je me dis, je prends à partie mon lecteur, et puis je dis ces 5 régimes, donc... climatocratie, covidocratie, biodiversitocratie, collapsocratie, algorithmocratie, voilà. Où existent-ils ? Ce sont des régimes fictifs, c'est des outils de pensée en quelque sorte, des sortes de paraboles de l'idéologie, une manière de matérialiser de l'idéologie. Et je me dis, encore une fois, c'est de la politique scientifique. Et puis, où se trouvent-ils dans le monde ? Eh bien, ils sont incarnés par l'Union européenne, par la vieille Europe, par le continent puisque, encore une fois, la science des législateurs qui impose sa vision à la science des ingénieurs, c'est notre continent, l'Union européenne. Enfin, pas notre continent, non, l'Union européenne, soyons précis. C'est Madame von der Leyen. Et puis, je me dis, quand même, au niveau mondial, il y a quand même encore des gars comme Elon Musk, aux États-Unis qui sont là, de vrais ingénieurs qui mènent la barque, qui veulent aller sur Mars, qui veulent qu'on aille plus vite, repousser les limites, etc. Les Chinois, ou dans le gouvernement chinois, ils sont tous ingénieurs, les Indiens, etc. Le président Xi Jinping est chimiste de formation. Tout à fait. Donc je me dis, c'est particulier à l'Europe. Et heureusement... si l'Europe a porté le flambeau du développement technologique au XXe siècle, il y aura quelqu'un pour reprendre ce flambeau, à moins que ces régimes, cette idéologie, prennent le pas au niveau mondial, et d'où ma petite mention de Klaus Schwab et du World Economic Forum,
qui vise à l'instauration d'un gouvernement mondial, en quelque sorte. Et ça serait tout à fait possible, puisque dernièrement, il a eu maille à partir avec Musk, et on voit bien que ça se recoupe par rapport à mon hypothèse. J'aimerais qu'on revienne sur cette climatocratie avec l'alarmisme climatique dont on entend parler depuis des années maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez de cet alarmisme climatique ? Alors justement, on disait tout à l'heure qu'il y avait l'imposition d'un consensus au niveau du climato-catastrophisme. Et comme je vous disais, il existe plusieurs scénarios et on veut pas que ça se sache. Et pourtant, si on laissait ce débat avoir lieu, on pourrait également se poser la question de la stratégie face au réchauffement climatique. Est-ce qu'il faut tout mettre sur la mitigation, c'est-à-dire sur l'atténuation de ce réchauffement, ou est-ce qu'il faut miser encore plus sur la croissance, sur l'enrichissement, pour se préparer et résister face à ces risques dont on nous dit qu'ils vont être terribles. D'ailleurs, on ne sait pas quelle forme ils auront, ces risques, puisque comme on peut toujours faire des modèles, mais les modèles ont leurs limites. Et donc, il faudrait peut-être laisser place à ce débat et dire que si on est plus riche à la fin du monde, en 2100, au lieu de vouloir s'appauvrir en mettant des milliards sur l'atténuation, la séquestration du CO2, la décarbonation, eh bien, en mettant uniquement sur le sacrificiel et sur la décroissance, on ne sera plus à même de faire face à ces risques dont à ces dangers climatiques. Savoir si le bouton, on a ce pouvoir, cette capacité de régler le climat, ou simplement cette capacité de s'adapter à des difficultés climatiques en tant qu'homme, en tant qu'humanité. C'est cette question qu'il faut se poser. Et sur les énergies renouvelables, vous en parlez beaucoup dans votre ouvrage, vous les qualifiez carrément de fumisterie, comme par exemple l'hydrogène, qualifié de vert. Alors c'est surtout l'hydrogène vert, parce que je me suis appuyé là-dessus sur les travaux de Furfari dont je vous parlais tout à l'heure, qui a écrit un livre qui s'appelle L'utopie de l'hydrogène, et donc il a une image très forte, ce savant belge, et il dit que se chauffer avec de l'hydrogène vert, c'est comme faire brûler des sacs Louis Vuitton dans un feu de cheminée pour se chauffer. Voilà, donc c'est-à-dire que le rendement pour produire l'hydrogène vert est plutôt mauvais. Hein, donc, mais je parle surtout de l'éolienne, des éoliens, des énergies renouvelables, éolien, solaire. Et alors c'est surtout dans l'ouvrage, dans le premier ouvrage, Greta a tué Einstein, et je parle du concept de Made in Nature. Donc, ce label ultime, en quelque sorte, qui a été apporté par l'écologisme, qui les regroupe tous. Il n'existe pas en tant que tel, mais c'est moi qui l'ai forgé, ce concept, pour dire c'est bio, c'est renouvelable, comme par enchantement, dès que vous mettez un genre d'épithète Made in Nature derrière une innovation, vous mettez toutes les externalités négatives sous le tapis. C'est-à-dire que il y a un auteur qui s'appelle Václav Smil, qui est sans doute l'expert mondial sur les sujets énergétiques, qui rappelle toujours que, très bien, vous voulez avoir 35% d'énergie éolienne d'ici 2035, mais vous oubliez que pour faire couvrir la terre d'éoliennes, il va falloir 400 millions de tonnes d'acier et du béton et 800 millions de tonnes de charbon pour faire l'acier, etc. Sans oublier les hydrocarbures pour imperméabiliser le mât des éoliennes. Comme pour les voitures électriques, qu'est-ce qu'il faudra faire pour sortir le cobalt, le lithium qu'est-ce qu'il faudra consommer pour extraire ces matières premières de la terre. Voilà, exactement. Voilà. Donc. Et alors... Vous parlez aussi un petit peu du bio et de la politique agricole
du Sri Lanka qui a conduit les politiques du pays dans une impasse. En fait, oui, c'était le 100% bio et on a vu récemment que le chef de l'État a eu quelques problèmes au Sri Lanka. On a vu au Sri Lanka l'idéologie à l'œuvre. On ne peut pas parler du Sri Lanka sans se rappeler ce qui s'est passé avec Holodomor en Ukraine, la famine dans les années 30, où en écoutant le savant Lysenko, qui était contre la génétique, donc pour des raisons idéologiques, c'est-à-dire parce qu'il expliquait que il fallait que les blés soient plus resserrés parce qu'ils se tenaient chauds, en quelque sorte, je caricature, mais c'est presque ça, comme les humains dans les régimes soviétiques, quoi. Donc il refusait la génétique, ça a donné lieu à une des plus grandes famines, 8 millions de morts. Donc vous voyez les dégâts que peut causer une idéologie. Ouais, quand on refuse le réel, quoi. Voilà, quand on refuse l'anthropologie. Voilà, quand vous refusez la science pour interpréter le réel et la science qui vous aide à vraiment modifier le vivant pour vous adapter. Quand vous refusez ça, eh bien vous vous retrouvez face à une idéologie, face cette volonté au Sri Lanka de mettre 100% de bio, et puis les prix flambent, les agriculteurs ne sont plus capables de délivrer la quantité d'aliments nécessaires pour nourrir les populations, et les Sri Lankais ont voulu renverser le gouvernement. Oui. Mais est-ce qu'à l'inverse, est-ce que vous faites la promotion des engrais chimiques, est-ce que si on va trop vers les engrais chimiques, est-ce que c'est pas le productivisme qui tue aussi nos paysans? Alors je ne fais pas de promotion d'engrais chimiques ni de... Non, mais des OGM et de... Des OGM, voilà, ouais. des biotechnologies et de l'agriculture raisonnée. Mais je pense qu'il y a toujours des solutions, toujours en lien avec la science et la technologie, solutions prométhéennes, pour nourrir l'humanité. Et contrairement à ce qu'on dit, ça rappelle un petit peu ce qu'on disait avant, tout à l'heure, une agriculture intensive va mieux respecter l'environnement et la biodiversité que le bio, qu'un champ de bio. Parce que si vous faites du bio et que vous voulez nourrir le même nombre d'individus, vous allez être obligé d'étaler vos cultures sur une plus grande superficie. Voilà, donc vous aurez moins d'espace pour les habitations. Ouais. Voilà. Alors, et donc les solutions, bien évidemment, passent par des agricultures qui utilisent les meilleurs, qui respectent le mieux l'environnement. Vous avez par exemple l'agriculture de conservation des sols ou l'agriculture régénérative qui vont prendre en compte la dimension du sol et moins de travail mécanique, mais vont, contrairement au bio, laisser les biotechnologies végétales mettre la part d'engrais nécessaire. Et aujourd'hui, on sait le faire aussi avec la smart agriculture. Vous avez un tracteur qui a des caméras, des capteurs, et qui est capable d'identifier, par exemple, les mauvaises herbes à tel endroit et d'utiliser des insecticides de manière parcimonieuse. Alors, il y a aussi la sobriété énergétique à laquelle le gouvernement nous invite pour cet hiver. On est en plein dedans. Et vous pensez que les coupures d'électricité, on ne va pas pouvoir y couper? Alors, je ne suis pas expert, mais je travaille avec et publie plein d'énergéticiens qui racontent ça depuis 2019, en fait. Notamment sur le fait que cette volonté de mettre de l'éolien partout, de couper Fessenheim, nous menait droit dans le mur. Et moi, je sais ça depuis 3-4 ans, parce que ces gens racontent ça, ils expliquent très bien. Les pénuries, on ne les a pas connues jusqu'à présent, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens consomment moins, ils ont écouté le gouvernement sans doute, mais c'est ce qu'on se dit. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Les industries délocalisent. Elles vont produire à l'étranger, parce qu'elles ne produisent plus sur le sol français. Ça, c'est pour les gros. On voit que les boulangers, ils ferment tous les uns après les autres. Voilà, exactement, ouais.
Mais alors du coup, on voit qu'il y a 20 réacteurs en maintenance actuellement. Le gouvernement en fait est en train de rétro-pédaler pour qu'ils soient tous opérationnels Tout à fait, pour le début de cette année. Exactement. Ouais. Donc on avait la solution et on s'est tiré une balle dans le pied. Et en matière de jugement à l'égard du monde, ça sera ma dernière question. Pourquoi pensez-vous que les choses vont mieux que nous ne le pensons? Parce que je lis les bons auteurs. Je vous parlais de Lomborg, mais il y a aussi un type qui s'appelle Steven Pinker. Il s'est amusé dans son ouvrage La Révolution, les Lumières maintenant, à compiler toutes les données qui montrent que les choses vont mieux, on vit plus vieux. Au début du XVIIIe siècle, vous aviez 10% de la population qui mangeait à sa faim, 90% qui crevaient la dalle. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Vous avez 90% de la population qui mange à sa faim et 10% qui meurt de faim encore, malheureusement. C'est ça le problème, c'est qu'il y a trop de gens qui restent en vie pour l'ouvrir et se plaindre, en fait. Peut-être. Non, mais du coup, quelles sont les autres raisons, pour terminer sur une note positive, de se réjouir Et comme je le dis, pour commencer l'année du bon pied? Je me réjouis. Et en même temps, quand on dit il va y avoir une surpopulation, les civilisations ou les peuples qui accèdent au mode de vie de la civilisation occidentale ont tendance à faire moins d'enfants. Voilà, donc on voit qu'il y a des équilibres qui s'établissent de manière quasiment naturelle. Et pour vous donner, je ne sais pas, une bonne nouvelle pour se réagir en 2023, écoutez, la libération de Twitter et le fait qu'on puisse de nouveau parler politique scientifique sur un réseau social de cette ampleur, j'espère que vous pourrez y retourner également. Merci Jean-Paul Houry d'être venu sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Greta a ressuscité Einstein, la science entre les mains d'apprentis dictateurs, qui sera disponible sur la boutique officielle de TV Liberté. Et je vous rappelle que vous pouvez nous laisser vos commentaires en bas de cette vidéo et cliquer sur le pouce en l'air. Merci à vous, monsieur. Merci, monsieur.